Les indemnités donc de licenciement qu'on décide de les prendre ou de les laisser dans la caisse, pour quoi qu'il en soit, il faut avertir le Massa Akhnassa par l'intermédiaire de son courtier. Alors nous sommes bien sûr de nouveau en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 10h15 ce matin et nous allons parler de sujets qui vous intéressent au plus haut point, c'est-à-dire votre situation, notamment quand vous êtes en khalat, quand vous avez été mis en congé sans solde. Eh bien, quels sont vos droits? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes assuré s'il vous arrive quelque chose pendant, même de chez vous, s'il vous arrive quelque chose, un accident domestique par exemple, ou est-ce que vous devez peut-être signaler aux autorités que votre employeur ne vous emploie plus à plein temps, mais a décidé de vous reprendre 1 ou 2 jours par semaine. Bref, beaucoup de questions que nous allons traiter ce matin avec un professionnel, Avi Benami, mais bien sûr, nous allons aussi parler avec Ayala Bloom, qui est responsable du Centre des droits. Voilà, c'est grâce à elle que cette émission a lieu. Et donc, le Centre des droits, c'est très important parce que ça vous renseigne et ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça. Donc, on est ravis d'accueillir ce matin Ayala Bloom. Je crois qu'elle est là. Voilà. Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge, Ayala. Voilà. Et ben oui, exactement. Donc, bonjour, bienvenue, Ayala. Boker Tov, Cathy. Bonjour. Alors, on est très content de ce sujet parce que c'est vrai que on a l'impression que les choses sont faciles. C'est soit on est en khalat, soit on travaille, mais on se rend compte avec le temps qui passe et avec la difficulté de remise en route de l'économie, et bien finalement, les choses ne sont pas si claires. Non, c'est pas si simple que ça. Nous recevons beaucoup de questions. Donc, dans notre centre des droits Mitsui Sruyot, qui se trouve dans les locaux de Kalita, qui fait partie de Kalita en co avec la mairie de Jérusalem. Oui, c'est très important parce que c'est sérieux, parce que la mairie de Jérusalem a depuis longtemps des centres des droits exclusivement en hébreu, donc réservés aux Israéliens, mais on s'est rendu compte que les nouveaux immigrants ne comprennent pas toujours ce à quoi ils ont droit et ils laissent passer parfois des occasions. Donc la mairie de Jérusalem a décidé de remédier à cette injustice après tout. Voilà. Et il faut savoir que connaître ses droits, même quand on parle parfaitement l'hébreu, qu'on est né dans le pays, ou même qu'on n'est pas né mais qu'on maîtrise la langue, c'est très difficile parce que on n'a pas tous fait des études de droit. Non, moi, par par exemple, pas le temps, et puis on ne se renseigne pas tout le temps à chaque moment. Et puis des fois, il y a des rumeurs, des fois une voisine m'a dit que, mais non, il y a des lois, il y a des droits, et surtout, il y a des spécialistes que nous allons inviter 2 fois par mois. Exactement. Comme aujourd'hui, Patrick Benami, spécialiste dans les assurances, puisqu'il est Sochen Bitouar. Redis-moi comment on dit ça en français. Il est agent d'assurance. Voilà, enfin il va nous dire, Patrick. Courtier en assurance, exactement. Voilà. C'est le terme. Et qui va répondre à nos questions. Voilà. Alors, donc ça, c'est important. On commence avec l'assurance, mais on parlera d'autres thèmes. Absolument. Dans 2 semaines, j'ai invité Shula Veller, qui va nous parler, qui est bénévole à la mairie de Jérusalem, et qui va nous parler des conflits de voisinage dans les bâtis meshutafim, c'est-à-dire dans les parties communes. Dans les parties communes. Et c'est vraiment, des fois, on sait vraiment plus quoi faire. Comme on dit en français, pas à quel sein se vouer, on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Parce que parfois, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ouais. Voilà, et on va plus commencer. tard, on parlera aussi des mashkantot. On a beaucoup de thèmes intéressants. Chaque fois, l'invité suivant, uniquement. Ok. Bon, alors, des thèmes très intéressants. On va commencer avec Patrick Benami. Je crois qu'il nous a rejoint. On voudrait savoir justement, lorsqu'on a été mis en congé sans solde, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce que je vous ai dit, donc, tout d'abord, la retraite qui est obligatoire depuis 2008 comprend 2 assurances. Une assurance décès et une assurance incapacité qu'on appelle Ovdan Kosher Avoda. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas travailler en général au-delà de 3 mois, au terme de 3 mois, donc l'assurance prend le relais du Bitoach Leumi et vous êtes couvert jusqu'à hauteur de 75% de votre salaire. Maintenant, ceci étant dit, quand on est en situation de khalat, c'est un peu particulier. Dans le sens où l'employeur ne cotise pas, d'un côté, et de l'autre côté, donc, s'il ne cotise pas pour la retraite assurance, l'assurance retraite, ça signifie que l'employé n'est pas assuré. Et que donc, il doit veiller à cela.
Ça veut dire que la partie qui est prélevée sur son salaire en général pour constituer sa retraite n'est plus prélevée, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc il faut qu'il prenne une assurance privée en fait. Alors, il n'a pas besoin d'assurance privée, étant donné qu'il a dans le cadre de son assurance retraite, il a des assurances. D'accord. Tout simplement, il doit signaler à son courtier qu'il est intéressé donc à payer lui-même les assurances. En général, il s'agit autour de 100, 200 shekels par mois. Il est intéressé on appelle ça risque zmani. Il est intéressé à continuer le risque en risque zmani la retraite. Et à ce moment-là, il est assuré. Ok, donc ça c'est évidemment important. Maintenant, s'il s'agit de gens qui, disons, parce qu'on a eu des questions aussi dans ce sens-là, des gens qui sont chez eux, donc en khalat, qui ont été arrêtés complètement de travailler et qui ont été réintégrés, mais non pas à plein temps, comme c'était le cas dans leur précédente fonction, mais disons à temps partiel ou à mi-temps. Est-ce qu'il faut se signaler? Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire pour bénéficier d'assurance pour être couvert, on va dire? Alors, s'ils reprennent le travail à temps partiel, donc la cotisation sera également proportionnellement à leur salaire. Il n'y a pas besoin de signaler quoi que ce soit. Automatiquement, l'assurance sera calculée par rapport à leur salaire qui sera versé dans l'assurance retraite. Par contre, s'il y a une augmentation du salaire, à ce moment-là, il faut le signaler parce donc pour des questions d'assurance, il faut signaler à son courtier et à ce moment-là, donc, on adapte l'assurance au salaire. Bon, là, pour le coup, vous me parlez d'augmentation, mais il s'agirait plutôt d'une diminution de salaire. Une diminution, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ouais. Alors, et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui donc continuent à travailler de chez eux, mais qui ont un accident dans le cadre du travail? Je ne sais pas, moi, quelque chose l'ordinateur qui leur tombe sur le pied, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'ils sont couverts? Alors, comme je l'ai dit, donc, s'ils ne s'assurent pas eux-mêmes, ils ne sont pas couverts. Il faut bien être clair, c'est une situation donc assez inédite où la personne qui est en khalat n'est ni indépendante ni salariée pendant la période du khalat. Elle doit veiller à être assurée. Bon, alors Ayala, j'imagine que vous avez beaucoup de questions au Centre des droits dans ce style. Est-ce que vous avez d'autres questions, notamment pour ceux qui sont indépendants? Est-ce que vous avez des questions? Avant de parler des indépendants, j'avais une question, Patrick, à te poser. Oui. Par exemple, quelqu'un qui décide... Cette question m'a été posée plusieurs fois. Il y a eu le khalat, il faut reprendre le travail et la personne me dit... Je ne veux pas reprendre le travail. Quelle est sa situation? Est-ce qu'il démissionne? Est-ce qu'il aura des pitsouim? Alors, la personne qui ne veut pas reprendre le travail, il est en situation de démission. Ok, donc il n'a pas le droit à des indemnités. Ça signifie qu'en principe, il n'a pas le droit à des indemnités. Je dis en principe parce que selon le contrat avec lequel il signe avec l'employeur, vous avez certains contrats qui permettent malgré qu'on démissionne, de percevoir les pitsouim, c'est-à-dire les indemnités qui sont accumulées dans la caisse. Parce que l'employeur est obligé depuis 2008 de cotiser, donc dans le cadre des cotisations qu'il fait, il cotise pour les pitsouim, pour les indemnités. Ok, alors maintenant, puisqu'on parle des licenciements, il y a des employeurs qui sont contraints et qui le font vraiment avec beaucoup de difficultés, de tristesse, mais de se séparer de leurs employés. Alors, ils ont d'abord mis en khalat un certain nombre de personnes et puis finalement, ils sont contraints de les licencier. Qu'est-ce que l'employeur doit verser à ses employés? Alors, tout ce qui concerne donc le fait qu'on soit en khalat ou pas, ça ne change pas la donne. L'employeur donc qui décide de licencier un employé doit lui donner les pitsouim. Comment on calcule les pitsouim? Il s'agit donc en règle générale du dernier salaire multiplié par l'ancienneté. Je donne un exemple. Si quelqu'un a travaillé pendant 5 ans et que son dernier salaire était de 10 000 shekels, alors ça sera 50 000 shekels donc d'indemnité. Donc là, ça ne change rien, peu importe qu'on ait été mis en khalat 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Tout à fait. Par contre, quand la personne revient de la période de khalat et qu'elle est licenciée, on ne peut pas la licencier du jour au lendemain. Il y a un préavis à donner.
en général de 1 mois, en général. Dans les deux sens. Dans les deux sens, Oui, bien entendu. bien Si quelqu'un démissionne, aussi doit donner un préavis de 1 mois, à moins qu'il y ait un accord avec l'employeur. Voilà. Ok, bon, on se rend compte que c'est assez important. Qu'est-ce qu'il se passe, par exemple, maintenant, comme on en a parlé, pour les indépendants? Est-ce qu'ils ont droit à quelconque indemnité, bien qu'on sache qu'ils soient leur propre patron? Alors justement, c'est ce qui a fait débat pendant toute cette période du corona, c'est que justement les indépendants ont été lésés. Si d'un côté on avait les salariés qui avaient une certaine protection sociale, les indépendants, eux, n'en avaient pas. Et donc ils ont reçu ici et là des aides, mais d'une manière générale, les indépendants ne reçoivent pas d'aide et ne sont pas couverts. Et donc c'est à eux à veiller à, d'une part, cotiser pour leur retraite, d'ailleurs c'est obligatoire maintenant, et d'autre part, donc, de veiller à être assurés. Alors justement, ces indépendants qui ont beaucoup souffert de la crise, on imagine bien que cotiser pour leur retraite dans la situation actuelle est on va dire, le dernier de leurs soucis. Et qu'est-ce qu'il se passe pour eux, puisque c'est aujourd'hui obligatoire, s'ils décident de ne pas cotiser? Alors là, il y a le même système que les salariés. Ils peuvent demander ce qu'on appelle un risque zmani, c'est-à-dire à uniquement payer l'assurance, pour être, d'une part, pour garder leurs droits de retraite et d'autre part pour être assurés. Soit dit en passant, les compagnies d'assurance ont été bien conscients pendant cette période de la situation inédite où on était, et ils ont accordé aussi bien aux salariés qu'aux indépendants, pour certains, ils ont accordé donc des périodes de 2-3 mois de gratuité pour cette assurance-là. Voilà. De façon à ce que les indépendants continuent d'être couverts ou de cotiser pour leur retraite, pour que ce soit plus facile pour eux. Ok. Alors évidemment, on imagine que ces informations sont précieuses pour les salariés et pour les indépendants. Ayala, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous arrivent parfois? Oui, Patrick, par exemple, je voulais demander, après avoir reçu les Pitsuim, on a deux solutions, donc on peut soit les prendre si on en a besoin, soit les laisser pour que notre retraite soit plus élevée, si j'ai bien compris. Oui. Mais est-ce que je dois avertir le Mas Harnassa? Qu'est-ce que je dois faire si, par exemple, je suis dans cette situation? Alors, les indemnités donc, de licenciement, qu'on décide de les prendre ou de les laisser dans la caisse, pour quoi qu'il en soit, il faut avertir le Mas Harnassa par l'intermédiaire de son courtier. C'est-à-dire que si demain un salarié donc décide de garder ses pitsuim pour pouvoir augmenter sa retraite, ça ne suffit pas uniquement de l'annoncer à son employeur. Il y a une petite procédure qui est à faire par rapport au Mas Harnassa, et à ce moment-là, cet argent-là sera pris en compte. Maintenant, la personne qui décide de prendre ses pitsuim, il faut savoir, donc, comme tu l'as dit, que ces pitsuim-là sont calculés dans la retraite. Et donc, quelqu'un qui décide de prendre ces pitsuim, il faut savoir que sa retraite donc, sera moindre par rapport au pitsuim qu'il a pris. Non seulement elle sera moindre, mais à l'âge de la retraite, il y a jusqu'à un certain niveau, la retraite est exonérée d'impôts. La personne qui décide de prendre les pitsuim, ce sera une exonération en moins pour ses impôts. D'accord. Merci donc Patrick. Ça lui coûtera de l'argent en fait. Il faudra payer. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je donne un exemple, si quelqu'un a décidé à des pitsuim à hauteur de 100 000 shekels et que les indemnités, la future retraite, l'exonération d'impôt de la future retraite sera à hauteur de 900 000 shekels. Donc on va déduire ces 100 000 shekels de ces 900 000 shekels qui sont exonérés d'impôts. Non seulement on les aura déduits, mais en plus, il y aura une majoration de 30%. C'est comme si, par rapport au Mas Harnassa, artificiellement, il aurait pris 130 000 shekels. Donc, c'est une pénalité. Le conseil que je donne, que si on n'a pas besoin de ces pitsuim, ne les prenez pas, laissez-les dans la caisse.
Ok, alors évidemment, d'autres questions, on en a beaucoup, on en a pas mal d'ailleurs ici. Je pense à présent des questions concernant les employeurs. Ce sont des employeurs qui se demandent si pendant cette période du corona, ils n'ont pas pu assumer la retraite de leurs employés, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de cotiser parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Est-ce que c'est répréhensible pour eux? Est-ce qu'ils s'exposent à des sanctions? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour essayer de s'acquitter aujourd'hui de la retraite de leurs employés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, les employeurs sont exonérés, ne doivent pas payer la retraite pendant la période du khalat. Ok. Ils ne sont pas tenus. Mais par contre, encore une fois, il faut le signaler à son courtier que on veut que l'employeur désire mettre tous ses employés en khalat et que donc il ne cotisera pas. Ça ne suffit pas de ne pas verser, il faut le signaler. Parce que pour la compagnie d'assurance, si on ne le signale pas, ça signifie que l'employeur fait défaut. D'accord. Donc, l'employeur risque d'avoir des ennuis. Voilà. Des ennuis quoi? Des ennuis de quel ordre? C'est-à-dire que le système est fait de telle manière que si on prend un cas classique qui n'est pas dans le cadre du corona, si un employeur ne paye pas les retraites, au bout d'un certain moment, il reçoit des lettres de relance de la compagnie d'assurance. Si, au terme de ces lettres de relance, il continue donc à ne pas cotiser, à ce moment-là, on passe le dossier au département juridique de la compagnie d'assurance et il est assigné en justice. Ok. Donc autant se manifester et faire les choses comme il faut. Il faut toujours se manifester, peu importe la situation dans laquelle on est, il faut toujours se manifester. Alors Ayala, est-ce que si d'autres questions arrivent sur votre bureau ou si des gens qui nous écoutent ont d'autres questions que nous n'avons pas encore posées, évidemment nous avons fait qu'effleurer le sujet, on a essayé de donner des réponses aux questions qui sont revenues majoritairement, mais est-ce que ces gens-là qui nous écoutent peuvent s'adresser à vous, s'adresser à Patrick? Comment ça se passe? Tout à fait. Notre centre des droits est ouvert tous les jours, du dimanche matin, du dimanche au jeudi. Chaque jour, de 9h à 17h à peu près? De 10h à 16h. Enfin, moi, je de 10h à 16h, ok. Ils peuvent appeler entre 10h et 16h. Je suis en contact avec Patrick Benami qui m'a proposé, depuis que j'ai ouvert le centre, si j'ai la moindre question, je peux faire appel à lui de façon bénévole. Donc vous pouvez avoir des réponses directement. Je le remercie. Ouais. Et bien entendu que si vous avez des questions qui n'ont pas été posées aujourd'hui, j'imagine qu'il y a tellement Bien d'autres sûr. questions, vous pouvez nous appeler au Centre des droits au 02 590 60 82 ou à Qualita au 02 50 20 444 ou m'envoyer un mail et poser vos questions. Et j'ai, comme Patrick aujourd'hui, des bénévoles qui peuvent répondre à nos questions. Alors, juste une dernière question, Patrick, qui me brûle les lèvres, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Les femmes enceintes, celles qui, bien sûr, on sait très bien qu'une femme enceinte ne peut pas être licenciée et qu'elle doit être réembauchée à son retour de congé de maternité. Quel est leur statut est-ce qu'elles ont été mises en khalat lorsqu'elles étaient en congé de maternité ou pas? Et est-ce qu'elles peuvent être licenciées en raison de la situation? Alors, concernant les femmes enceintes, il y a donc le cas qui s'est présenté donc du khalat, donc qui était donc exceptionnel. L'employeur peut mettre en khalat une femme enceinte dans le cas précis du corona. C'est-à-dire il y a eu des lois qui ont été faites en urgence, des lois d'urgence où l'employeur pouvait mettre en khalat une femme enceinte. Par contre, si on parle en situation normale, l'employeur n'a pas le droit de mettre une femme en khalat. Ni de réduire son salaire, ni de détériorer ses conditions. Voilà. D'accord. Donc après le corona, une femme enceinte qui a été mise en khalat, est-ce qu'elle est obligatoirement réembauchée? Elle est tout à fait. L'employeur n'a pas le droit de la licencier. Donc, malgré le khalat, elle est obligatoirement embauchée. C'est important de le préciser pour toutes celles qui nous écoutent et qui se posent des questions. En tout cas, Ayala Bloom, merci beaucoup pour ce super boulot que vous faites pour tous ceux qui ont besoin de conseils, tout simplement, et de réponses précises. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, au centre, bien entendu que nous n'avons pas les réponses
à tout. Bien sûr, on demande à des toutes les questions. spécialistes. Mais notre spécialité, c'est de trouver, de rencontrer des spécialistes qui sont à même de nous aider et de façon bénévole. Et vraiment, je les remercie tous. Et Patrick, je te remercie. Ok. De rien. Bien sûr, De tout rien. ça se fait en collaboration avec la mairie de Jérusalem. Et Kalita. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça et à très bientôt, Patrick À Benami. très bientôt. Au revoir. À bientôt, Cathy.